Hola a todos, j'espère que vous allez bien pour commencer. L'affaire que je vous propose aujourd'hui n'est pas très connue, il n'y a pas beaucoup de support et pourtant elle est très intéressante et mystérieuse. Bon, je vous avoue que j'en suis pas encore à la phase du montage, mais je suis persuadée que je ne vais pas trouver de vidéo pour l'introduction. Donc ce que je vous propose, eh bien, c'est de démarrer directement. Tout commence en mars 1977 à Tucson, dans le comté de Pima, en Arizona. L'Arizona, c'est un état du sud-ouest des États-Unis situé dans une région surnommée la Sun Belt, autrement dit la ceinture du soleil. On le surnomme comme ça parce qu'il peut y faire très chaud. L'État est limité au nord par l'Utah, à l'ouest par la Californie et le Nevada, au sud par le Mexique et à l'est par le Nouveau-Mexique. Et vous verrez que cette situation géographique va jouer un rôle très important dans notre affaire. Tucson se situe au cœur du désert de Sonora, à une centaine de kilomètres de la frontière mexicaine. Alors en 1977, la ville compte environ 400 000 habitants. Et c'est là que vivent les 6 membres de la famille Morgan. Charles, surnommé Chuck, son épouse avec laquelle il est marié depuis 19 ans, Ruth, et leurs 4 filles, Megan, Erin, Heather et Colleen. Bon, je vous préviens, on n'a pas énormément d'informations personnelles sur cette famille. On sait que c'est une famille classique américaine de la classe moyenne et que les enfants sont ados et pré-ados. Mais on n'a pas de photos d'eux. Mais en soi, c'est pas très important. Ruth a 44 ans, elle travaille comme simple employée à la chaîne de télévision locale Kagan 9 TV. Et Charles, lui, a 39 ans et c'est un homme d'affaires prospère. En fait, il a profité du boom immobilier de l'État quelques années plus tôt et il a pu ouvrir sa propre agence d'entièrcement à Tucson. Et là, vous vous demandez certainement ce que c'est que l'entièrcement, n'est-ce pas? Je vais vous expliquer, pas de panique. Moi-même, je ne le savais pas, c'est un peu complexe, donc concentrez-vous. En droit américain, l'entièrcement, également appelé mise sous écrou, c'est un mécanisme juridique consistant pour une partie, à savoir le déposant, à confier un bien immobilier ou des fonds d'argent à un tiers neutre de confiance, le dépositaire. C'est ce qu'on appelle également un agent d'entièrcement, donc le métier qu'exerce Charles Morgan. L'agent s'engage à conserver le bien et à le libérer entre les mains de la troisième partie, donc le bénéficiaire, après que les conditions de la transaction commerciale sont remplies. C'est une sorte de mise sous équestre de biens ou de fonds. On va dire que c'est une garantie de sécurité pour les deux parties. Bon, pour vous donner un exemple, c'est comme si vous êtes locataire et disons que vous avez un contentieux avec votre propriétaire et en attendant que le litige se règle, vous demandez à mettre votre loyer sous séquestre auprès d'un huissier, qui sera bien sûr payé pour ça. Bon, c'est un peu le même principe, sauf que là, c'est pas un huissier, c'est un agent d'entièrcement. Dans ce type d'activité, la rémunération du dépositaire, donc de Charles Morgan, varie en fonction des services proposés et des termes du contrat d'entièrement. Et elle est généralement basée sur un abonnement annuel et des frais supplémentaires pour des services ou des accès spécifiques. Bon, j'espère que c'était clair pour vous, j'ai essayé de simplifier au maximum, mais ce qu'il faut retenir, c'est que généralement, Charles Morgan est grassement rémunéré. Son agence, Statewide Escrow, intervient dans tous les de l'Arizona. Alors, petite parenthèse, escroc signifie entièrement et non pas escroc comme escroquerie. Pour en revenir à Charles, comme je vous l'ai dit, il gagne très bien sa vie et sa réussite professionnelle lui permet de subvenir confortablement aux besoins de sa famille et notamment de ses 4 filles. En plus d'être un homme d'affaires, on va dire, assez talentueux, c'est aussi un bon père et un mari aimant. Malgré ses journées de travail qui sont quand même assez longues et chargées, il passe du temps avec ses filles et il s'occupe d'elles. Comme je vous l'ai dit, on n'a pas énormément d'informations sur cette famille. Ce que l'on sait en revanche, c'est que les Morgan mènent une vie discrète et tranquille et qu'ils sont respectés et appréciés de leur communauté. En théorie. Le 22 mars 1977, comme tous les matins, Charles quitte son domicile accompagné de ses 2 plus jeunes filles. C'est lui qui les dépose quotidiennement devant leur établissement scolaire et après ça, il prend la route pour son bureau à Tucson. La journée se termine, mais en fin d'après-midi, Ruth s'étonne de ne pas entendre la voiture de son époux se garer dans l'allée de leur maison. C'est l'heure à laquelle il rentre normalement. Cela dit, elle ne s'inquiète pas tout de suite, il a sûrement eu un contretemps sur la route. Ça arrive. Mais les heures passent. Et toujours pas de Charles. Là, Ruth et ses filles commencent sérieusement à s'inquiéter. C'est pas dans les habitudes de Charles de s'attarder au travail sans prévenir sa femme. D'autant que lorsque Ruth appelle l'agence de son époux, pas de réponse. Et n'oubliez pas qu'à cette époque, il n'y avait pas de téléphone portable. Les heures continuent de passer jusqu'au petit matin et toujours aucune nouvelle de Charles. Ruth est paniquée. Charles, c'est un mari et un père aimant, c'est un homme d'affaires sans histoire. Qu'est-ce qui aurait pu lui arriver? Est-ce qu'il a eu un accident au chemin? Bon, alors c'est pas forcément précisé dans les sources disponibles, mais j'imagine que Ruth a appelé l'hôpital local pour savoir si son mari a été admis la veille, ce qui n'est pas le cas. Ruth se rend au travail de son époux pour voir s'il pourrait s'y trouver, mais sa voiture n'est plus sur le parking. Et personne à l'agence ne sait où il se trouve. Ruth se rend alors au bureau du shérif du comté de Pima, et comme c'est souvent le cas dans ce type d'affaires, on lui répond que si Charles n'a pas donné signe de vie depuis la veille seulement, il est encore tôt pour entamer des recherches.
Il s'agit d'un adulte après tout. Et les heures et les jours qui suivent, toujours aucune nouvelle de Charles. 3 jours plus tard, à 2 heures du matin, alors que toute la famille Morgan est endormie, Ruth entend le chien aboyer devant la maison et des bruits sourds provenant de l'une des portes d'entrée de la maison. Comme si quelqu'un essayait de pénétrer dans la maison. Autant vous dire que même si sur le coup Ruth s'est paniquée, elle se lève précipitamment pour aller ouvrir puisqu'elle pense, ou plutôt elle espère qu'il s'agit de son mari. Elle ouvre la porte et effectivement c'est son mari, c'est Charles. Mais il est dans un sale état, il tient à peine debout, il lui manque une chaussure à son pied, il est complètement ébouriffé, il a une menotte en plastique autour d'une cheville et une autre autour du poignet et il se gratte compulsivement la gorge. C'est comme s'il n'arrivait pas à parler. Ruth le fait entrer, elle prend un bloc-notes et un stylo et elle les tend à Charles pour qu'il écrive. Et là Charles griffonne péniblement quelques mots. Et c'est très bizarre. Il raconte qu'il a été kidnappé et torturé près de l'aéroport Sky Harbor à Phoenix. C'était horrible et on lui a recouvert la gorge avec une drogue hallucinogène qui peut soit le rendre fou, soit détruire complètement son système nerveux et le tuer. C'est d'ailleurs pour ça qu'il ne parvient pas à parler. Je vous laisse imaginer l'état de sa femme. Ruth est paniquée, il faut appeler un médecin, il faut prévenir la police. Mais Charles lui écrit qu'il ne faut surtout pas faire ça. S'ils préviennent la police, ceux qui l'ont torturé vont venir et tous les tuer. Donc non, il ne faut pas prévenir la police, surtout pas. Charles demande à sa femme de déplacer son véhicule pour qu'il ne reste pas garé devant chez eux, parce que si ils savent qu'il est rentré chez lui, ils pourraient revenir lui faire du mal. Qui ça, il? Mais Charles refuse d'en dire plus à sa femme pour le moment. C'est pour leur sécurité. Ok. Ils vont se coucher, le lendemain, les 4 filles retrouvent leur père. C'est un énorme soulagement, vous vous doutez bien, tout le monde pensait qu'il était mort. Cela dit, il ne peut pas se lever, il est encore trop épuisé par tout ce qui lui est arrivé. Et les jours qui suivent, Ruth fait de son mieux pour prendre soin de son mari, qui reste au lit, le temps de se remettre complètement. Et c'est assez compliqué, il ne peut pratiquement boire que de l'eau que Ruth lui administre avec une pipette. Et elle veut comprendre, elle veut savoir ce qu'il s'est passé. Elle a quand même vécu les jours les plus angoissants de sa vie. Elle pensait que son mari était mort, et devant l'inquiétude et les questions incessantes de Ruth, Charles finit par lui faire une révélation très surprenante. Il lui écrit sur le bloc-notes que depuis un peu plus de 2 ans, il est en fait un agent secret du gouvernement fédéral, plus précisément du département du Trésor. Le département du Trésor est entre autres chargé des finances du gouvernement fédéral américain. Jusqu'en 2003, la détection des faussaires et des personnes commettant des fraudes contre le gouvernement dépendait du département du Trésor. Mais depuis, ces services ont été rattachés au département de la sécurité intérieure. Ça, c'était la petite parenthèse technique. Vous vous souvenez qu'au début de la vidéo, je vous ai précisé que la situation géographique de cette affaire est importante. Alors en fait, dans les années 70, l'Arizona, c'était un peu le Wild Wild West. Je le prononce très mal. C'était trafic de drogue, transactions immobilières louches, crime organisé, mafia, la totale. C'était des millions, voire des milliards de dollars en circulation. Et si on ajoute à ça la proximité avec le Mexique, combo explosif. Donc l'activité professionnelle de Charles lui permettrait de griller des opérations illicites dans l'État, puis de délivrer ces informations au gouvernement. Bon, ça reste une hypothèse, puisque Charles refuse d'en dire davantage à son épouse. D'après lui, ce serait dangereux. Moins elle en sait, mieux c'est pour elle et leur fille. Cela dit, il explique à Ruth que ses ravisseurs lui ont volé son document d'identification d'agent secret. C'est une sorte de carte d'identité du département du Trésor. Elle n'est plus dans son portefeuille, donc ils l'ont volée. Voilà. À ce stade de l'histoire, on peut quand même se demander comment Charles a pu survivre à cette fameuse drogue hallucinogène qui aurait dû le tuer ou le rendre fou. À moins que les ravisseurs aient menti au sujet de cette soi-disant drogue pour s'assurer qu'il ne parle pas. Tout est possible. Toujours est-il qu'une fois que Charles est remis sur pied, donc après quelques jours, les Morgan reprennent le cours à peu près normal de leur existence. Mais dorénavant, Charles est complètement paranoïaque. Il s'est acheté un gilet pare-balles qu'il enfile désormais tous les jours avant de se rendre au travail et une arme qu'il garde sur lui. Et il se laisse même pousser la barbe pour être méconnaissable. Et quand il a recommencé à accompagner ses filles à l'école comme il le faisait avant, il a bien insisté auprès de la direction de l'école que personne d'autre que lui ou son épouse n'ait le droit de récupérer les filles en fin de journée. Personne. Est-ce que Charles, alias Chuck, comme tout le monde le surnomme, craint vraiment que ses ravisseurs réapparaissent pour lui faire de nouveau du mal? Ou bien, est-ce qu'il se fout pas un peu de notre gueule? Parce que bon, disons que tout ça, c'est pas très clair. Il a disparu, puis il est réapparu mystérieusement après avoir apparemment échappé à des ravisseurs tortionnaires près d'un aéroport. Il a refusé que sa femme prévienne la police alors qu'il était apparemment en danger de mort. Il n'est pas mort justement après avoir été aspergé de cette soi-disant drogue mortelle.
et on lui a volé sa carte d'identité d'agent secret, comme par hasard. Et puis, si vraiment il craint pour sa vie, pourquoi rester à Tucson, là où ses ravisseurs pourraient le retrouver? Tout ça, ça donne quand même l'impression que Charles nous la joue polar, non? Très mauvais polar. Est-ce qu'il n'aurait pas plutôt fugué pendant quelques jours pour retrouver une maîtresse, par exemple? Et maintenant, il joue l'agent secret aux aguets, genre il craint pour sa vie et celle de sa famille, histoire de ne pas éveiller les soupçons de son épouse. Ça, c'est une bonne question. Il faut dire que si c'est le cas, s'il ment, bah franchement, il joue bien la comédie, hein. Sa famille est aussi affolée que lui, hein. Tout le monde est sur ses gardes à la maison. Alors certes, Charles a réussi à échapper à ses ravisseurs, d'après ce qu'il a raconté, mais pour combien de temps? Nous, en bons complotistes qui se respectent, on se dit qu'il se fout de notre gueule, non? Sauf que le 7 juin 1977, donc environ 2 mois après sa première disparition, Charles se volatise une nouvelle fois. Ce matin-là, c'est Rousse qui accompagne les filles à l'école parce que Charles doit se rendre chez ses parents, Léonard et Doris. Il doit apparemment parler à son père de toute urgence. Il arrive chez ses parents, il papote avec Léonard et il le prévient que si quoi que ce soit doit lui arriver, il a laissé une lettre expliquant le pourquoi et le comment. À son bureau ou chez lui, on n'a pas ce détail, mais en tout cas, il y a une lettre. Après avoir parlé à son père, Charles repart. Il a prévu de travailler dans son agence dans l'après-midi, puis d'assister à une réunion maçonnique dans la soirée. Bon, je pense que vous savez déjà ce qu'est la franc-maçonnerie, ou pas. Je vais essayer de vous donner une définition le plus neutre possible, en essayant de ne pas faire ma complotiste habituelle. Ça va être dur. La franc-maçonnerie, c'est une organisation discrète et secrète qui rassemble des individus autour de rituels symboliques et de valeurs communes. Elle fonctionne en loge avec une hiérarchie interne et des rites d'initiation. Elle est historiquement très influente, hein, notamment dans les milieux politiques et intellectuels. Alors c'est pas une religion, mais elle a des aspects spirituels et ritualisés. Et les francs-maçons affirment que leur objectif, c'est de chercher à s'améliorer eux-mêmes et à contribuer au progrès de la société. Cela dit, les critiques dénoncent souvent un réseau d'influence opaque, hein. Vous savez, comme cette histoire-là de juge PEDO qui voulait revendre sa fille de 12 ans sur le dark web et qui n'a jamais mis un pied en prison grâce à ces réseaux. Et comme dirait Ted Bundy, discret c'est synonyme de dissimulé, furtif, sournois, dérobé ou encore cachotier. Si Bundy lui-même l'a fait remarquer alors que c'est pas une référence. Pour en revenir à Charles, dans l'après-midi, il appelle son bureau depuis une cabine téléphonique du centre-ville de Tucson et il explique à son employé qu'il sera à l'agence dans la demi-heure. Mais Charles ne se présente jamais à son agence et il ne se rend pas non plus à sa réunion maçonnique. Et pendant plusieurs jours, Rousse n'a aucune nouvelle de son mari, comme la première fois. Donc ce qui lui vient logiquement en tête, c'est qu'il a de nouveau été kidnappé, forcément. Est-ce qu'elle prévient la police? Écoutez, dans la mesure où Charles lui avait expliqué que ces hommes les tueraient tous s'ils appelaient la police, elle ne le fait pas. Elle pense sans doute que c'est plus prudent, même si elle et ses filles sont angoissées à la mort. Elles attendent le retour de Charles ou au moins un signe de sa part. Et toujours rien. Mais le 16 juin, donc 9 jours après la disparition de Charles, le téléphone sonne chez la famille Morgan. Rousse se jette sur le combiné en espérant qu'il s'agisse de son mari, mais c'est une femme qui parle à l'autre bout du combiné. Elle ne se présente pas, elle ne donne aucune explication à Rousse, mais elle dit que Charles va bien, tout va bien. Et elle dit à Rousse, Ecclésiaste, chapitre 12, versets 1 à 8. Puis elle raccroche. Il s'agit d'un passage de la Bible et je vais vous le lire. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras « je n'y prends point de plaisir ». Avant que s'obscurcissent le soleil et la lumière, la lune et les étoiles, et que reviennent les nuages après la pluie. Au jour où tremblent les gardiens de la maison, où se courbent les hommes vigoureux, où les femmes l'une après l'autre cessent de moudre, où le jour baisse aux fenêtres. Quand la porte se ferme sur la rue, quand s'éteint la voix de la meule, quand s'arrête le chant de l'oiseau et quand se taisent les chansons. Lorsqu'on redoute la montée et qu'on a des frayeurs en chemin. L'amandier est en fleurs, la sauterelle s'alourdit et la capre ne produit aucun effet. Lorsque l'homme s'en va vers sa maison d'éternité et que les pleureurs sont déjà au coin de la rue. Avant que le fil d'argent se détache, que la lampe d'or se brise, que la cruche se casse à la fontaine, que la poulie se fonde sur le puits et que la poussière retourne à la terre, comme elle en vint et le souffle de vie à Dieu qui l'a donné. Vanité des vanités, disait Coëlette, tout est vanité.
Quand la femme raccroche, Ruth va immédiatement chercher sa Bible pour voir s'il y a un message codé ou quelque chose dans le genre qui lui permettrait de comprendre où est son mari. N'oubliez pas qu'il lui a dit qu'il était agent secret pour le gouvernement, donc peut-être que c'est un message codé. Mais le problème, c'est que les versets en question traitent a priori de la mort. Et Ruth a beau se creuser la tête, elle ne voit pas le lien entre la disparition de son mari et ces versets. Et pourtant, le 18 juin, soit 2 jours après l'appel téléphonique reçu par Ruth, la police du comté de Pima retrouve un corps sans vie sur un chemin de terre près de l'autoroute dans le désert d'Arizona. C'est à 65 km à l'ouest de Tucson. Et vous l'aurez deviné, il s'agit de Charles Morgan. Son corps est allongé face contre terre à côté de son véhicule et il a reçu une seule balle à l'arrière de la tête. Alors d'après la taille et la forme de la plaie, cette balle a été tirée à bout portant, c'est-à-dire à moins d'1 mètre. Elle a traversé la tête de Charles et elle s'est logée entre ses dents. Et compte tenu de l'état du corps, il est mort récemment, sans doute le jour même. Charles porte encore son gilet pare-balles et sa ceinture est munie d'un étui pour armes, mais sans arme. On découvre également un petit couteau derrière sa ceinture et près du corps on retrouve une arme, un revolver Magnum de calibre 357. C'est précisément l'arme de Charles, et c'est celle qui a vraisemblablement servi à le tuer. Dans la voiture de Charles, une Mercury Cougar, les enquêteurs trouvent plusieurs éléments intéressants. Alors tout d'abord, un morceau de papier sur le tableau de bord, sur lequel sont notées les indications géographiques pour se rendre à l'endroit où on a retrouvé son corps. On trouve également plusieurs armes et des munitions comme s'il partait en guerre. Et sur la banquette arrière, on retrouve une dent enveloppée dans un mouchoir en tissu blanc. Plus tard, on apprendra qu'il s'agit de la dent de Charles et une paire de lunettes de soleil qui ne lui appartient pas. Mais c'est pas fini. Il s'avère que la voiture de Charles a été transformée, on va dire ça comme ça. En fait, l'aile de la voiture a été modifiée pour permettre de déverrouiller la portière, comme pour offrir un moyen de fuite rapide en cas de besoin. En cas d'agression, par exemple. Mais ce qui surprend surtout les enquêteurs, c'est ce qu'on retrouve épinglé au caleçon de Charles. Oui, à son caleçon. Un billet de 2 $ sur lequel de nombreuses informations ont été écrites à l'encre noire. Et c'est très bizarre. Bon, je vais essayer de vous décrire au mieux ce billet de 2 $, mais ça va pas être évident. Je sais même pas si je pourrais vous insérer une photo du billet. Peut-être pas, parce que j'en suis pas encore à la phase montage. Donc, je vais essayer de décrire au mieux. Alors, au verso du billet, on peut distinguer les signataires de la déclaration d'indépendance américaine, numérotée de 1 à 7. Il y a également le schéma d'une carte de la zone frontalière menant aux villes de Robles Junction et Sasabe. C'est entre Tucson et le Mexique. Et pour info, ces villes étaient réputées pour être des hauts lieux de contrebande à l'époque. Au recto du billet, on peut voir une liste de 7 noms de famille espagnols dont les initiales sont classées par ordre alphabétique de A à G. Et au-dessus de cette liste, c'est écrit Ecclésiaste 12. Et au niveau des numéros de série du billet, 2 flèches dessinées pointent vers 2 chiffres précis, le 1 et le 8. Ça vous rappelle rien, ça? C'est la référence biblique exacte citée par la femme qui a appelé Ruth 2 jours plus tôt. À première vue, on dirait vraiment une sorte de mise en scène avec des messages codés. Et lorsque la police procède au relevé d'empreintes sur la voiture et sur l'arme qui a servi à tuer Charles, on n'en trouve pas. Mais aucune. Ni celle de Charles, ni celle de personne d'autre. Aucune empreinte nulle part, les gars. Cela dit, on retrouve quelques résidus de poudre sur la main gauche de Charles. Et malgré toute cette mise en scène étrange, les enquêteurs concluent à, roulement de tambour, un suicide. Oui. Donc, Charles disparaît le 7 juin, puis le 17 ou le 18 juin, il note des indications sur un bout de papier qui lui permettent de se rendre à un endroit qu'il ne connaissait pas jusque-là, en plein désert. Il se pète une dent qu'il met dans un mouchoir, puis il s'épingle une note farfelue dans son calbut, il griffouille des trucs incompréhensibles sur un billet, et après ça, il se tire une balle dans la tête à bout portant et non pas touchant, sans laisser aucune empreinte sur l'arme, et sur sa voiture accessoirement. Donc quoi, il s'est relevé après sa mort pour effacer les empreintes? C'est quoi ce scénario? Même le bureau du médecin légiste a conclu son autopsie en choisissant de qualifier la cause du décès de mort non résolue. Charles était droitier et on a retrouvé des résidus de poudre sur sa main gauche. Et puis il faut quand même souligner un autre point étrange dans cette histoire parmi tous les autres points étranges, n'est-ce pas? Le corps de Charles a été retrouvé le 18 juin. On suppose qu'il est mort ce jour-là compte tenu de l'état de décomposition du corps. Mais il a disparu le 7 juin. Donc où est-ce qu'il était pendant 10 jours? La maison et le bureau de Charles sont perquisitionnés, mais on ne retrouve rien qui permette de comprendre ce qu'il a fait pendant tout ce temps. Et ses employés ne l'ont pas vu pendant ce laps de temps. Donc où est-ce qu'il était? Et avec tous ces éléments étranges, pourquoi est-ce que les enquêteurs concluent aussi vite à un suicide, alors même que Ruth a été interrogée et qu'elle a parlé du premier enlèvement de son mari au mois de mars? Ça peut pas être une coïncidence, non? C'est forcément lié. Et quand bien même il aurait décidé d'en finir avec la vie, partons du principe que c'est réaliste,
il aurait au moins laissé un mot à sa famille. Et puis, qui se suicide après avoir acheté un gilet pare-balles et des armes pour se protéger? Et pourquoi avoir conservé l'une de ses dents dans un mouchoir dans sa voiture? Ça n'a pas de sens. Franchement, c'est pas très sérieux tout ça. Et souvenez-vous de ce qu'il avait dit à son père le jour de sa disparition. S'il m'arrive quoi que ce soit, je laisse une lettre derrière moi qui expliquera qui m'a fait du mal. Bon, a priori, on n'a jamais retrouvé la lettre, ni dans la maison, ni à son bureau, mais il se passe malgré tout quelque chose de très intéressant 2 jours après la découverte du corps de Charles. Le 20 juin, le bureau du shérif du comté de Pima reçoit l'appel téléphonique d'une femme qui explique qu'elle a des informations sur la mort de Charles. Cette femme ne veut pas donner son identité pour des raisons de sécurité, donc elle donne un surnom, Yeux Verts. Donc j'imagine qu'elle a les yeux verts. Yeux Verts explique que c'est elle qui a appelé dernièrement Rousse. Vous savez, la femme là qui a cité la Bible au téléphone. Yeux Verts connaissait Charles et elle pense savoir ce qui lui est arrivé. Elle raconte qu'elle était avec Charles dans un motel de Tucson quelques jours avant sa mort. Selon elle, Charles lui aurait montré une mallette contenant 60 000 $ en petites coupures. C'est énorme, c'est environ 300 000 $ d'aujourd'hui, et cette somme devait lui sauver la vie. D'après Yeux Verts, Charles avait découvert qu'il y avait un contrat sur sa tête, un gang local voulait sa mort, donc cette somme devait servir à racheter le contrat. Charles avait été contacté par le tueur à gages qui devait donc l'exécuter, et il lui avait promis de l'épargner s'il lui remettait le double de ce que lui avait promis le gang, donc 60 000 $. Ça, c'est une piste vraiment intéressante. Alors oui, pour le moment, les autorités privilégient la piste du suicide. Cela dit, des enquêteurs se rendent au motel pour vérifier les déclarations de Yeux Verts. Et elle n'a pas menti, la petite. Charles a bien séjourné dans le motel entre le jour de sa disparition et le jour de la découverte de son corps. Et sur les images des enregistrements des caméras de surveillance, on peut bien voir une femme se rendre dans la chambre de Charles à plusieurs reprises au cours de ce séjour. Dites-vous que je savais même pas que les caméras de sécurité existaient dans les années 70. Je l'ai découvert avec cette histoire. Bon, ce que ces images révèlent, c'est qu'a priori, cette Yeux Verts est la femme qui se trouvait au motel avec Charles, et qu'elle avait sans doute une liaison avec Charles, même si elle ne l'a pas clairement avoué aux enquêteurs. Sinon, quoi d'autre? Une femme qui rejoint un homme à l'hôtel, qui reste plusieurs jours avec lui, et qui contacte ensuite les autorités pour aider l'enquête, c'est forcément une femme qui tenait à lui. Mais impossible de l'identifier à cause de la qualité des images. Et ouais, ça reste les années 70, les gars. Petite parenthèse, quand Rousse a été interrogée par les enquêteurs pour savoir si elle pensait que son mari avait eu une liaison, elle l'a catégoriquement nié. Charles et elle étaient mariés depuis 19 ans et elle avait confiance en lui. C'est mignon, mais ça ne résiste pas à la réalité, n'est-ce pas? Pour en revenir à l'enquête, la piste du tueur à gages, ça semble crédible, non? Le tueur à gages aurait contacté Charles pour lui donner rendez-vous dans un endroit désert, un endroit à l'abri des regards. Et Charles aurait noté les indications du trajet sur un bout de papier, comme le bout de papier retrouvé dans sa voiture. Mais sur place, le tueur à gages aurait tué Charles et il aurait non seulement récupéré la mallette avec l'argent, mais également la prime du contrat. D'une pierre deux coups, ce qui explique la paire de lunettes de soleil qu'on a retrouvées dans la voiture de Charles et qui ne lui appartenaient pas. Cet homme les aurait oubliés dans la voiture. Ça se tient, mais ça ne répond pas à toutes les questions. Déjà, le premier kidnapping. Pourquoi Charles a-t-il été kidnappé? Et si sa vie était menacée, pourquoi est-il resté à Tucson? Et pourquoi avait-il un contrat sur sa tête aussi? Et puis pour quelle raison Charles se serait jeté dans la gueule du loup en se rendant dans ce désert? C'était risqué, non? Et quand bien même il aurait payé le tueur à gages qui lui aurait épargné la vie. Ok, on va dire que le tueur à gages prend l'argent et repart. Et après quoi? Charles rentre chez lui et il continue sa vie comme si de rien n'était. Parce que le gang n'aurait pas su qu'il était toujours vivant. Ça n'a pas de sens. Mais si on admet que c'est vrai, ok, un gang l'a fait tuer. Bah pourquoi? En quoi un agent d'entiercement était un danger pour le crime organisé? Et si finalement l'histoire qu'il a racontée à son épouse était vraie? Charles serait un agent secret du gouvernement dont la couverture a été grillée. C'est pas sans risque comme métier, vous êtes censé espionner pour l'État, ce qui peut vous coûter la vie. Ok, mais dans ce cas, si c'était vraiment le cas, pourquoi il n'y a pas eu de communiqué des autorités? C'est en quelque sorte un collègue, non? Et pourquoi la police parle de suicide avec tous ces éléments troublants? Et niveau bizarrerie, c'est pas fini. Peu après la mort de Charles, sa voiture qui a été mise en fourrière a été cambriolée, alors qu'elle était en possession de la police. Et durant la même période, son agence à Tucson a été complètement retournée.
comme si on recherchait quelque chose. Et c'est pas fini. 3 semaines après le décès de Charles, donc au cours du mois de juillet, Roos reçoit à son domicile la visite de 2 agents du FBI. C'est en tout cas ce qu'ils prétendent être. Ils lui présentent leur badge et ils lui annoncent qu'ils sont venus procéder à une fouille de son domicile. D'après Roos, ils ont fouillé chaque pièce minutieusement avant de repartir. Et sans lui dire ce qu'ils étaient venus chercher. Mais avec du recul, elle se demande si c'est normal ça. Ils ont laissé la maison sans dessus-dessous et ils n'ont jamais clairement donné leur identité ou montré un mandat de perquisition. Ils ont juste présenté un badge du FBI. On va pas se mentir, personne ne résiste devant un badge du FBI. Même en France, je crois, demain, si un mec se pointe avec un badge du FBI, je laisse fouiller ma baraque. Bon, ça fait beaucoup de bizarreries tout ça, non? Ça fait beaucoup d'éléments troublants qui laissent penser qu'effectivement Charles a été assassiné. Et bien curieusement, malgré tout ça, le 10 août 1977, le bureau du procureur classe l'affaire. Charles Morgan s'est suicidé. Dans un communiqué des autorités, un responsable du département du shérif du comté de Pima déclare qu'il n'y a aucune preuve que quelqu'un d'autre que Charles ait participé à sa mort. Bon, c'est assez ironique parce que justement, jusque-là, il n'y a aucune preuve qui démontre que Charles a participé à sa mort. D'après les autorités, Charles faisait une sorte de dépression ou de burn-out. Il avait peur d'avoir des difficultés financières à l'avenir, donc il n'a pas trouvé d'autre issue que de se rendre en plein désert pour mettre un terme à ses ennuis, dans des circonstances aussi saugrenues que farfelues. La famille Morgan a bien sûr été effondrée par la décision de la justice, mais à ce moment-là, Roos n'avait pas la force ou l'énergie de mener un combat contre les autorités. Elle était endeuillée, profondément démunie et seule pour élever ses 4 filles. Et les autorités refusaient de l'écouter quand elle affirmait que son mari ne s'était pas donné la mort. Et une fois que l'affaire a été classée, plus personne ne s'est vraiment intéressé à l'étrange suicide de Charles Morgan. Il faut attendre 13 ans avant que cette affaire fasse à nouveau parler d'elle. Et c'est à partir de là qu'on va commencer à avoir quelques réponses aux questions qu'on se pose tous, je pense. Qui a bien pu vouloir tuer Charles Morgan et pour quelle raison? En février 1990, la chaîne américaine NBC diffuse un épisode de son émission Unsolved Mysteries sur l'affaire Charles Morgan, justement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les années 90, c'était l'âge d'or de la NBC, on va dire ça comme ça. C'était la chaîne de télévision la plus regardée aux États-Unis. Donc, niveau popularité, on ne peut pas tester. Au cours de l'épisode dédié spécifiquement à Charles Morgan, la chaîne reçoit un nombre d'appels jamais atteint durant leurs émissions. Don Devereux, le journaliste de Unsolved Mysteries qui enquête sur Charles Morgan, va récolter une masse d'informations inespérées. Il est d'ailleurs surpris, parce que la majorité des informations révélées par les appelants sont solides et elles tiennent la route contrairement à d'habitude. Ces informations vont lui permettre de faire toute la lumière sur de nombreux points obscurs dans cette affaire. Au cours de ses investigations, Don Devereux découvre que peu de temps avant sa disparition, Charles avait dû témoigner à contre-cœur devant le procureur général de l'Arizona, Bruce Babbitt. C'était dans le cadre d'une enquête secrète de l'État au sujet de transactions internes à la Banco International de l'Arizona dans la ville de Tucson. Bon, elle est fermée depuis, mais Charles avait eu connaissance de ces transactions internes, mais sans y participer. Et à ce moment-là, il était accompagné d'un avocat, Ronald G. Newman. Et là, vous vous demandez sûrement si Charles faisait référence à cette affaire quand il a dit à son épouse qu'il était sous couverture pour le département du Trésor. C'est fort possible. Don apprend aussi que Charles était impliqué dans les rouages de 2 importants groupes de crimes organisés en Arizona à l'époque. Ces organisations étaient détenues par les familles Warren et Bonanno. Dans les années 70, Bonanno avait quitté New York pour s'installer en Arizona afin de faire fructifier ses affaires. Et Charles travaillait pour eux en tant qu'agent fiduciaire principal. Donc il devait gérer les biens et les fonds que ses familles lui confiaient. Toujours d'après les informations récoltées par Don Devereux, Charles avait participé à un système de blanchiment d'argent concernant des biens immobiliers frauduleux, en particulier pour son client Joseph Bonanno Sr. Alors à l'époque, l'Arizona c'était le seul État des États-Unis qui autorisait l'acquisition de biens immobiliers par des particuliers sans qu'ils soient tracés. Autrement dit, Charles Morgan en tant qu'agent fiduciaire était la seule personne à connaître l'identité d'un propriétaire dans de telles situations. Et en plus de gérer leurs biens immobiliers, entre 1973 et sa mort en 1977, Charles était chargé de gérer des transactions avec de l'or et du platine, pour une valeur de plus d'1 milliard de dollars au total. Plus d'1 milliard de dollars. Don a également parlé avec Roos, la femme de Charles, et elle lui a confirmé que son mari était au courant de certaines magouilles, dont du blanchiment d'argent qui impliquait des gens haut placés. Mais il ne lui en avait pas dit plus à l'époque pour la protéger. Donc autant vous dire qu'avec tout ce que gérait Charles, il avait forcément une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Est-ce qu'il ne s'est pas mis dans de sales draps, au point que ses clients richissimes liés au crime organisé veuillent le supprimer? Par exemple,
C'est ce que pense Don Devereux en tout cas. Cela dit, il explique que Charles s'est sans doute retrouvé dépassé par cette situation. C'était peut-être un homme honnête après tout. Il s'est peut-être approché un peu trop des flammes, comme on dit, et il s'est brûlé les ailes. La fille aînée de Charles, Meghan, pense exactement la même chose. Elle a eu l'occasion de s'exprimer publiquement et elle a déclaré que son père possédait de nombreuses informations sur des personnes à Tucson qui auraient pu lui être très préjudiciables. Il aurait eu apparemment beaucoup d'informations sur des politiciens véreux, qui avait donc une raison de vouloir le faire taire. D'après Don Devereux, Charles conservait des copies de toutes les transactions illégales qu'il effectuait. Mais souvenez-vous que le bureau de Charles et sa maison avaient été perquisitionnés sans qu'on ne retrouve rien. Ou alors, ce qui a été retrouvé a été détruit. Pour en avoir le cœur net, Don contacte même le FBI pour savoir si des agents avaient été envoyés au domicile des Morgan en 77. Vous savez, cette fameuse visite durant laquelle ils avaient retourné la maison. Mais le FBI est formel. Ils n'ont jamais entendu parler, ni de près ni de loin, de Charles Morgan. Et ils n'ont aucun dossier sur lui. Donc aucun agent ne s'est présenté au domicile de Charles à l'époque. Bon, Don est sceptique. Disons qu'il est certain que le FBI s'est entretenu avec Ronald G. Newman, l'avocat de Charles, parce que l'avocat le lui a confirmé. Donc, si l'avocat a confirmé qu'il a parlé à des agents du FBI et que Roos a dit que 2 agents du FBI sont venus à son domicile, ça ne peut signifier qu'une chose, dans la mesure où le FBI dit qu'ils n'ont jamais enquêté sur Charles Morgan. Les 2 agents du FBI étaient en réalité des imposteurs, des hommes envoyés par des gens peu recommandables, probablement pour mettre la main sur des documents compromettants. Et comme si tout ça ne suffisait pas, Don retrouve un lieutenant qui travaillait à Pima dans les années 70 et qui a des informations très intéressantes sur cette affaire. Tad Curtis rapporte qu'après la découverte du corps de Charles Morgan, il avait eu l'occasion de discuter avec certains agents du renseignement qu'il connaissait bien, et ces agents travaillaient précisément pour le département du shérif du comté de Pima. Donc ils étaient au courant de l'enquête en cours. Et ces agents auraient confié à Tad qu'ils étaient convaincus que la mort de Charles était un homicide lié au crime organisé. Et comme par hasard, peu après ces révélations, 2 de ces agents ont définitivement quitté les forces de l'ordre. Ils craignaient pour leur vie apparemment. Bon, on ne sait pas s'il y a un lien avec l'affaire Charles Morgan, mais niveau timing, c'est quand même étrange. Dites-vous que Don a tellement poussé son enquête que ça a failli lui coûter la vie. En mai 1990, donc 3 mois après la diffusion de l'épisode de Unsolved Mysteries vers 23 h, Doug Johnson, un habitant de Phoenix en Arizona, se rend à l'entreprise d'infographie où il travaille. 1 heure plus tard, il est retrouvé mort sur le parking de son entreprise. Il est encore installé sur le siège conducteur de son véhicule et il a reçu une balle derrière l'oreille gauche à bout portant. Doug était droitier et la balle a été tirée à une distance de 15 cm. On n'a jamais retrouvé l'arme qui l'a tué, l'autopsie n'a révélé aucune trace de poudre sur ses doigts, mais les autorités ont conclu au suicide. Oui, suicide. La veuve de Doug est catégorique, son mari ne se serait jamais donné la mort, mais de toute façon on n'a même pas retrouvé l'arme. Alors pourquoi conclure au suicide? Qui a son bureau juste en face du parking de l'entreprise où a été tué Doug? Don Devereux. Ce soir-là, Don n'était pas à son bureau, mais son véhicule ressemble au break Toyota de Doug. Bon, je pense que là, il n'y a pas besoin de faire 1+1, les gars. La balle qu'a reçue Doug était certainement ou sans aucun doute destinée à Don, sans doute parce qu'il enquête sur Charles Morgan. Mais c'est pas fini. Peu de temps après ce meurtre, Don est contacté par un écrivain de Washington qu'il connaît également personnellement, Danny Casolaro. Danny est un écrivain indépendant qui souhaite sans doute lui aussi se pencher sur l'affaire Charles Morgan. Donc Danny demande à Don toutes les informations qu'il possède sur les fameuses transactions en or et platine que Charles avait gérées. Don et Danny conviennent de s'échanger toutes les informations qu'ils détiennent l'un et l'autre sur cette affaire. Mais le 10 août 1991, Danny est retrouvé mort dans la baignoire de sa chambre d'hôtel à Martinsburg, en Virginie occidentale. C'est à 3300 km de Phoenix en Arizona, donc là où se trouve Don Devereux. Et la cause de la mort, vous l'aurez deviné, n'est-ce pas? Suicide. Le poignet de Danny a été retrouvé avec plus d'une douzaine d'entailles profondes, ce qui a causé sa mort, logique. Alors le frère de Danny, qui est médecin et qui a été interrogé, ne croit absolument pas à la thèse du suicide. Selon lui, son frère était révulsé à la vue du sang, à tel point qu'il avait même du mal à se laisser piquer pour une prise de sang. Donc se taillader les veines, non, ça ne lui ressemble pas. C'est même hautement improbable pour lui. Alors l'hypothèse de Don, c'est que Danny a été tué en lien avec l'affaire Charles Morgan. Ce qu'il dit, c'est que Danny gardait toujours sur lui un dossier en accordéon rempli d'infos sur Charles Morgan. Un dossier qui n'a jamais été retrouvé, ni dans la chambre d'hôtel, ni à son domicile.
Donc pour Don, il est évident que les personnes qui s'intéressent d'un peu trop près à Charles Morgan seront ensuite réduites au silence et ce serait forcément en lien avec les activités de Charles dans les années 70. Donc pour résumer toutes les informations récoltées par Don, Charles ne s'est pas donné la mort, c'est matériellement impossible. Il a été éliminé soit par des clients qui ont jugé qu'il en savait un peu trop sur leurs activités illégales ou parce qu'ils avaient découvert que Charles travaillait également pour le gouvernement, soit par des membres du gouvernement. Souvenez-vous comment l'affaire a été rapidement classée. Est-ce que Charles avait découvert quelque chose de compromettant concernant un politicien? La troisième théorie, c'est qu'il a été éliminé par les deux en même temps. Alors ce ne serait pas la première fois que des mafieux sont de mèche avec des membres du gouvernement quand il est question d'affaires de gros sous, de corruption d'État. Et quand je dis membres du gouvernement, ça peut être des membres des autorités, ça peut être des membres d'une organisation criminelle avec des agents de police ou des agents fédéraux. D'ailleurs, quand Don Devereux a voulu obtenir des informations de la part du département du shérif du comté de Pima, on lui a répondu que le dossier sur Charles Morgan et les preuves de l'affaire avaient soit été détruits, soit égarés, comme par hasard. Alors certes, du temps s'est écoulé, mais à ce moment-là, ça faisait quoi, à 15 ans? Et concernant les éléments dont on a connaissance, comme le billet de 2 $, Don a une théorie. Il est convaincu qu'il s'agit en fait d'un code, une sorte de cryptographie qui permettrait de déchiffrer un document. Un document certainement dérobé dans le bureau de Charles, ou à son domicile. Quant à la fameuse inconnue qui se surnommait Yeux Verts, elle ne s'est jamais fait connaître. On n'a jamais su qui elle était et elle n'a jamais rappelé la police. Concernant le passage de la Bible qu'elle avait mentionné au téléphone à Rousse et qui figurait aussi sur le billet d'ailleurs, Rousse a longtemps cherché à découvrir ce que ça pouvait signifier. Est-ce qu'il n'y avait pas un sens caché, un sens symbolique? Elle n'a jamais su ce que c'était, mais elle était persuadée qu'il y avait effectivement un sens caché à ce message. Elle est morte à l'âge de 73 ans des suites d'un cancer en mai 2006 et elle avait cette intime conviction avant de mourir. Donc à ce jour, les gars, on se retrouve avec 3 suicides très suspects sur les bras. Celui de Charles Morgan, celui de Danny Casolaro et celui de Doug Johnson. Voilà tout pour l'histoire de Charles Morgan. Bon, j'espère que cette histoire vous aura intéressé autant qu'elle m'a intéressée. Je suis dégoûtée qu'elle ne soit pas davantage connue en France. Il n'y a pas de vidéo en français, si je vous dis pas de bêtises. Je sais pas, faudrait que je revérifie ça, mais je crois pas en avoir vu passer. Et il n'y a quasiment aucune source dans des émissions, on va dire, américaines classiques. Il y a juste Unsolved Mysteries qui ont fait... Alors ça, c'est bizarre. C'est très bizarre parce que sur le site, sur la page Wikipédia de l'émission, il est indiqué qu'il y a 2 programmes sur l'affaire Charles Morgan qui ont été réalisés pour Unsolved Mysteries. Mais quand je me suis connectée au site Unsolved Mysteries avec mon VPN, j'ai trouvé qu'une seule émission. Donc je pense que c'est celle qui date de 90 et l'autre émission, étrangement vraiment, elle ne fait plus partie de la saison. Genre il y a la saison complète mais l'épisode sur Charles Morgan a sauté. Ça je trouve que c'est très très bizarre et il n'y a pas d'autres programmes connus qui parlent de cette affaire pour que peu de personnes la traitent comme ça. Enfin, en tout cas que des grands médias ne la traitent pas, c'est que il y a forcément l'implication, je pense, des autorités. J'allais dire du crime organisé. Bon, ça me paraît sûr que le crime organisé est impliqué. Mais en fait, moi j'avais une théorie un peu loufoque. Ouais. Et je vais vous expliquer pourquoi j'ai cette théorie. Ma théorie, c'est que, vous savez, la première fois qu'il a disparu, Charles, donc la première disparition inexpliquée, je pense qu'en fait, il n'a pas été enlevé. Je pense qu'il s'est carapaté, il a fugué avec sa maîtresse. Et il devait savoir que des membres du crime organisé voulaient sa peau. Et il a dû parler avec sa maîtresse et il a dû lui dire « Écoute, voilà, on veut ma peau, faut que je me tire de là ». Sa maîtresse a dû lui dire « Écoute, moi à ta place, je prendrai quand même mes précautions. Il faut que tu puisses partir avec un peu d'oseille ou alors faire croire que il t'est arrivé quelque chose. » Et je pense qu'il a ensuite voulu simuler sa mort. Alors pourquoi j'ai pensé à ça? Parce qu'il y avait une dent dans un mouchoir, une dent à lui dans un mouchoir. Pourquoi est-ce qu'il s'est pété une dent et qu'il l'a conservée dans un mouchoir dans sa voiture? Et ça m'a fait penser au film Sex Crimes, pour ceux qui l'ont vu. Vous savez, quand Neve Campbell se pète une dent et qu'elle la pose à un endroit pour faire croire qu'elle est morte. En fait, ça m'a fait penser à ça. Je me suis dit que ouais, c'est pas bête en fait comme idée, parce que je crois qu'avec une dent, vous savez, quand on compare avec vos radios, on peut savoir si c'est votre dent.
Ou alors je raconte nimp, mais il me semble que ça existe. Il me semble que ça existe, les gars. Faudra que je vérifie. Mais du coup, je me suis dit ça. En fait, je me suis dit peut-être que la première fois, il a fugué. Parce que moi, son délire de drogue hallucinogène, je peux pas parler machin. Franchement, j'y crois pas 2 secondes. Donc je me dis peut-être que la première fois, il s'est barré avec sa maîtresse. Et après, il s'est dit, ouais, faudrait que toi et moi, genre, on se tire. Mais peut-être qu'il le savait vraiment, qu'il avait un contrat sur sa tête, d'où le gilet pare-balles et tout, mais il comptait peut-être vraiment se tirer avec sa maîtresse. Et quand elle l'a rencontré à l'hôtel, peut-être qu'il avait pour projet de se barrer avec elle et l'oseille. Ouais, mais ça explique pas pourquoi elle a parlé, du coup... peut-être que c'est elle qui a pris l'argent. Non, je sais pas, c'est... autant la première théorie se tient, hein, selon laquelle c'est le crime organisé de mèche avec des membres de la police qui ont couvert ça, parce que je suis désolée, mais premier suicide, deuxième suicide, ouais, c'est quoi ça? Enfin bref, vous n'hésitez pas à me mettre en espace commentaire ce que vous avez pensé de cette affaire, si vous la connaissiez, et quelle est votre théorie sur la mort de Charles. Est-ce que vous aussi vous pensez qu'il a pu se donner la mort, ou alors est-ce que vous pensez qu'il a été tué, et si oui, par qui? Voilà tout. Écoutez, je pense que je vais m'arrêter là. Donc, ce que je vous propose à présent, c'est que si cette affaire vous a intéressé, à défaut de vous avoir plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime sous la vidéo, mais surtout, n'hésitez pas à vous abonner, c'est encore mieux. Je vous dis à très bientôt.